du réanimateur. Professeur Zdaïb, CHU de Fès. Bonjour tout le monde. À mon tour, je remercie la GERC d'avoir sollicité encore une fois le département d'anesthésie et réanimation du CHU Hassan II de Fès pour participer à l'animation de cette journée scientifique. Et d'autre part, je félicite le comité d'organisation de la GERC pour la qualité des thèmes choisis et la pertinence des orateurs ici présents. Il m'a été demandé de traiter le point de vue de l'anesthésiste réanimateur devant une hémorragie digestive basse. Et moi, je vais m'intéresser surtout aux formes graves qui interpellent l'anesthésiste réanimateur. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer pour cet exposé. En tant qu'anesthésiste réanimateur, on est régulièrement confronté au sujet de l'hémorragie digestive et souvent on est amené à gérer les formes graves de l'hémorragie digestive, qui reste une pathologie qui est assez fréquente et sévère et peut mettre en jeu le pronostic vital. À la différence des hémorragies digestives hautes, la prise en charge est moins bien codifiée. C'est le genre de pathologie où une approche multidisciplinaire dont les intervenants étant le gastro-entérologue, le chirurgien, le radiologue et l'anesthésiste réanimateur, est une nécessité importante pour la prise en charge, pour la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique. C'est aussi le genre de pathologie où ça nécessite une structure hospitalière adaptée avec un plateau technique performant et des compétences professionnelles à la fois du personnel médical et paramédical. Ce genre de pathologie nécessite souvent des protocoles de démarche diagnostique et de gestion thérapeutique. C'est important pour faciliter la prise en charge et éviter les complications graves de cette pathologie. Devant une hémorragie digestive grave, on est confronté à deux contraintes. D'abord, il faut savoir évaluer la gravité de l'hémorragie digestive, ce qui va conditionner la précocité et la qualité de la réanimation qu'on va entreprendre par la suite. Et deuxième élément, il faut savoir imputer l'hémorragie digestive à une lésion donnée, et donc ce qui va faciliter et orienter le traitement étiologique de façon beaucoup plus rapide. Les formographes d'une hémorragie digestive va réaliser ce qu'on appelle un état de choc hémorragique. Cet état de choc hémorragique sur lequel je vais insister au cours de mon exposé est caractérisé actuellement par de nouveaux concepts physiopathologiques et la remise en cause d'un certain nombre de modalités thérapeutiques traditionnelles au profit d'un certain nombre de mesures thérapeutiques qui sont nouvelles. Je ne vais pas m'attarder sur les données épidémiologiques, quelques chiffres intéressants. Les hémorragies digestives basses représentent à peu près 20% des hémorragies digestives. Ils s'arrêtent dans la majorité des cas et la mortalité est d'ordre aux environs de 2 à 4%. La fréquence des formes graves est difficile à estimer. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les étiologies, ça a été bien traité par mes collègues chirurgiens et gastro-entérologues. Les causes ils sont dominées par les étiologies rectocoliques, sans oublier les causes proctologiques, surtout pomariques. Je n'ai pas de chiffres là-dessus. Quoi faire devant une hémorragie digestive grave? La première des choses, il faut évaluer aiguë. Il faut d'abord évaluer la gravité de cette hémorragie digestive basse. Deuxième élément, il faut savoir démarrer un processus de prise en charge thérapeutique qui comporte 3 éléments. D'abord, il faut savoir débuter les mesures de réanimation sans retard. Deuxième élément, savoir discuter en collégialité sur la démarche diagnostique avec nos amis gastro-entérologues, chirurgiens et radiologues. Et l'objectif de tout ça, c'est d'avoir assuré une hémostase assez rapidement. Quelques messages importants à retenir. Une hémorragie digestive peut toujours engager le pronostic vital. Quelle que soit son abondance, l'hémorragie digestive revêt la même valeur. Et une hémorragie digestive peut ne pas s'extérioriser et être grave. Un autre message, une hémorragie digestive peut s'arrêter spontanément, mais la récidive peut être fréquente. Et enfin, toute association d'une hémorragie digestive haute et basse est le témoin de la gravité de cette hémorragie digestive. À la différence des hémorragies digestives hautes, où il est relativement aisé d'évaluer la sévérité de cette hémorragie, il n'y a aucun score de gravité consensuel actuellement disponible qui permet d'évaluer la sévérité de l'hémorragie digestive basse. L'évaluation et la sélection des patients est variable selon les équipes et les techniques d'exploration à disposition.
Mais afin d'améliorer la prise en charge des patients, une stratification des patients est toutefois nécessaire pour améliorer la prise en charge thérapeutique. De façon globale, on distingue 4 catégories de patients, 4 groupes. Ça a été déjà dit par mon ami Dr Haddad. Et la première catégorie, c'est celle des patients qui présentent une hémorragie peu abondante et dont l'évolution est spontanément favorable. Deuxième groupe, c'est celui des patients qui ont un saignement chronique intermittent et dans lequel la coloscopie joue un rôle important pour le diagnostic. La troisième catégorie est celle des patients qui présentent une hémorragie abondante avec un retentissement hémodynamique. Et dans cette situation, la coloscopie en urgence dans les 24-48 heures après le saignement est d'un apport considérable à la fois pour le diagnostic et pour le traitement. Et puis la quatrième catégorie, c'est le cas des hémorragies cataclysmiques qui nécessitent souvent un geste d'embolisation et ou de chirurgie. Et il semble que la sévérité de l'hémorragie digestive basse n'est pas uniquement liée à la cause de l'hémorragie digestive, mais aussi à d'autres facteurs associés. Ça a été démontré à travers plusieurs études. Dans ces 2 études, la première américaine et la deuxième française, l'un des éléments très très importants en matière de facteurs prédictifs de mortalité, c'est le fait d'avoir une hémorragie au cours de l'hospitalisation. Ça, c'est un facteur qui est très important. Ça a été démontré au cours de ces 2 études que la mortalité chez les patients qui saignent au cours de leur séjour hospitalier ont une mortalité beaucoup plus importante par rapport aux patients qui sont admis pour hémorragie digestive basse. Et c'est un élément qui est important. En pratique, quels sont les éléments de gravité d'une hémorragie digestive basse? Il y a d'abord le terrain et le contexte. Une hémorragie digestive basse est considérée comme grave quand il survient chez un sujet âgé. L'hémorragie persiste quand l'hémostase est difficile à réaliser ou quand la réanimation est inefficace, automatiquement on va avoir une hypoperfusion tissulaire avec une déviation du métabolisme aérobie vers le métabolisme anaérobie, une production de l'acide lactique, c'est l'acidose lactique, et cette acidose lactique qui va entraîner un œdème tissulaire, une destruction des différents tissus, et puis la libération de substances toxiques qui vont léser tous les organes, et c'est le tableau de défaillance d'organes qui va aboutir finalement au décès. Ça, c'est une présentation schématique de la physiopathologie du choc hémorragique, mais les choses ils sont encore plus complexes. Concernant l'adaptation du choc hémorragique, l'adaptation de l'organisme face à un saignement important. Il y a d'abord des mécanismes d'adaptation qui s'opèrent à l'échelle de la macrocirculation et d'autres mécanismes à l'échelle de la microcirculation. Quand on parle de la macrocirculation, ça veut dire que c'est le réseau artériel et le réseau veineux. Devant une hémorragie, quand on saigne au début, on distingue 2 phases. En fait, l'histoire naturelle du choc hémorragique comporte 2 phases. Une phase dite sympathico-excitatrice et une phase sympathico-inhibitrice. Phase de choc compensé, phase de choc décompensé. Durant la première phase, il y a un certain nombre de mécanismes d'adaptation du système cardio-circulatoire, essentiellement la mise en jeu du système sympathique, qui vont être mis en jeu pour compenser la baisse de la volémie secondaire à l'hémorragie. Donc on aura une diminution du débit cardiaque, la baisse de la masse sanguine, la baisse du retour veineux, baisse du débit cardiaque, baisse de la pression de l'oreillette droite, c'est la PVC. En même temps, on a une tachycardie réflexe, une augmentation des résistances vasculaires périphériques pour maintenir une pression artérielle systolique normale. Ça, c'est la phase sympathico-excitatrice. Il survient quand la volémie est inférieure à 30%. Quand la baisse de la volémie ne dépasse pas 30%. Mais quand on dépasse les 30% de perte de volume, on passe à la deuxième phase, dite phase sympathico-inhibitrice, c'est la phase de choc décompensé où le système cardio-circulatoire et le système sympathique va s'épuiser. Et à ce moment-là, on va avoir une baisse de la pression artérielle systolique, une bradycardie et bien sûr en parallèle une diminution du débit cardiaque et de la pression veineuse centrale. La consommation en oxygène de l'organisme, il va rester stable, même s'il y a une baisse du transport artériel de l'oxygène. Et en parallèle, le taux de lactate il va être stabilisé. Mais ceci il se fait jusqu'à une valeur critique du transport artériel de l'oxygène. À partir de cette valeur
critique de transport artériel de l'oxygène, qui correspond à plus de 30% de la volémie, on va avoir une diminution parallèle de la consommation artérielle, la consommation en oxygène et du transport artériel en oxygène. Et de façon parallèle, le taux de lactate il va s'élever, ce qui témoigne de l'importance de l'hypoxie et de l'hypoperfusion tissulaire. Donc si on revient à la clinique, à partir de ces concepts physiopathologiques, on peut déduire les éléments cliniques de gravité d'un choc hémorragique. Donc durant la première phase de l'état de choc, c'est le choc compensé, la phase sympathico-excitatrice, et quand on perd moins de 30% de la masse sanguine, quels sont les éléments cliniques à cette phase? L'état de soif, un signe qui est très très précoce d'hypovolémie, qui est très important à rechercher durant la phase initiale de l'état de choc, une tachycardie, une polypnée, une pression artérielle différentielle qui est pincée, une diurèse qui est limitée, une pâleur, des sueurs froides et des marbrures et une anxiété qui est légère. Quand on perd plus de 30% de la masse sanguine, c'est la phase de choc décompensé, mais c'est à ce moment-là qu'on a une baisse manifeste de la pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, et c'est à ce stade que surviennent les défaillances d'organes, notamment l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, la défaillance cardiaque et la défaillance neurologique. Élément très important à retenir, c'est qu'il ne faut jamais attendre la baisse de la pression artérielle systolique pour penser ou pour retenir le diagnostic de l'état de choc hémorragique. Il faut toujours agir à la phase de choc compensé et rechercher ces signes à la phase initiale. Agir au bon moment, c'est un facteur pronostic majeur qui a été démontré à travers plusieurs études. Plusieurs classifications existent pour essayer d'estimer la perte sanguine à partir des éléments cliniques. La plus connue est celle de l'équipe de Chicago. Et ce qu'on constate à travers cette classification, c'est que la valeur de 30% qui est le seuil entre la phase sympatho-excitatrice et la phase sympathico-inhibitrice se situe entre la classe 2 et la classe 3. Qu'en est-il des éléments biologiques de gravité? Élément très très important à retenir, c'est les chiffres d'hémoglobine et d'hématocrite. À la phase initiale d'une hémorragie, il faut savoir que le taux d'hémoglobine et d'hématocrite sous-estime l'hémorragie, parce qu'on a une situation d'hémoconcentration. Le taux d'hémoglobine et d'hématocrite va être élevé. C'est une fausse valeur. Après quelques heures de réanimation volymique, c'est-à-dire de remplissage vasculaire, au contraire, on va voir une baisse du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite, mais ceci est aussi une fausse valeur parce qu'il y a une situation de dilution des facteurs de coagulation et une hémodilution. Donc il ne faut pas tenir, le message, il ne faut pas tenir compte du chiffre d'hémoglobine à la phase initiale d'une hémorragie grave. Le taux de lactate, c'est un facteur pronostic majeur, puisqu'on a montré que le taux de lactate est corrélé au degré de la perfusion tissulaire. Un taux de lactate qui dépasse les 10 millimoles par litre de manière prolongée est un facteur prédictif de décès. L'existence de troubles de l'hémostase témoigne de l'importance de l'hémorragie et du caractère massif du remplissage. Et puis finalement, les autres critères biologiques de gravité, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique avec la cytolyse biologique et l'acidose métabolique. Comment prendre en charge? Quel est le traitement d'une hémorragie digestive basse, grave, situation de choc hémorragique? Il y a un certain nombre d'impératifs à respecter. Il y a trois impératifs. Il faut d'abord assurer une réanimation volymique précoce et efficace, démarrer en polygénité une démarche diagnostique en coordination avec nos amis chirurgiens et gastro-entérologues, ce qui va aboutir certainement à un traitement étiologique. Le plus souvent, il faut avoir des protocoles qui simplifient cette gestion thérapeutique, ce processus de prise en charge. L'anesthésiste réanimateur, il a un rôle très très important dans ce circuit de prise en charge, depuis l'évaluation de la gravité de l'hémorragie, en passant par l'orientation des patients vers le service de réanimation quand c'est nécessaire. Bien sûr, il a un rôle aussi dans le démarrage des mesures de réanimation,
dans la discussion à propos de la démarche diagnostique et thérapeutique, et bien sûr pour l'anesthésie de ces patients en fonction du geste de choisi, et finalement il a un rôle aussi dans la surveillance de ces patients dans les services de réanimation et le traitement des complications. Comment gérer sur le plan pratique ces patients qui ont une hémorragie digestive basse grave à l'hôpital? Une hémorragie digestive grave doit passer en service de réanimation. Il faut monitorer ces patients, mettre un dynamap pour la mesure de la pression artérielle non invasive, un cardioscope pour surveiller la fréquence cardiaque et le rythme, un saturomètre pour la saturation pulsée en oxygène et mettre une sonde vésicale pour surveiller la diurèse. Et bien sûr, il faut mettre un thermomètre pour contrôler la température. Premier réflexe important à faire devant un malade en situation d'état de choc, c'est de mettre de l'oxygène. Il faut donner de l'oxygène à travers un masque facial, à un débit à peu près de 4 à 6 litres par minute. Poser 2 voies veineuses de gros calibre, G14, G16. Ceci va permettre de passer un débit assez important de liquide. Faire un bilan biologique qui comporte le groupage, numération formule, le bilan de CRAS, un taux de lactate et un ionogramme sanguin complet. Et bien sûr, la réanimation en volymique, on va voir tout de suite. Quels sont les principes de la réanimation volymique initiale? C'est d'abord augmenter la volymie par le remplissage vasculaire et deuxièmement, augmenter le pouvoir oxyphorique du sang à travers la transfusion. Les objectifs actuellement recommandés, c'est à travers les différentes études internationales, c'est d'avoir une pression artérielle systolique aux alentours de 80 à 90 mm de mercure, une diurèse aux environs de 1 ml par kilo par heure et un taux de lactate qui ne doit pas dépasser les 2 millimoles par litre. Mais un élément très très important à retenir pour le remplissage vasculaire, c'est qu'il faut éviter de remplir excessivement les malades. C'est un facteur de surmortalité. Il est important d'assurer une réanimation volymique dont l'objectif est d'avoir une pression de perfusion tissulaire minimale. Ça a été dit dans la plaque précédente. Il faut avoir une pression de perfusion minimale efficace en l'attente de l'hémostase. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher d'avoir 12-13 de pression artérielle systolique, mais on va voir, il faut viser 8-9 de tension pour éviter un certain nombre d'éléments de gravité. Pourquoi le remplissage vasculaire massif est néfaste? Tout simplement parce qu'en remplissant trop nos malades, on va augmenter la pression artérielle, ce qui va majorer la spoliation sanguine, on va diluer les facteurs de coagulation, ce qui va majorer la coagulopathie. Et troisième élément très important, un effet mécanique, c'est qu'en remplissant trop nos malades, on va déplacer le caillou d'hémostase qui est fragile, et donc on va rendre l'hémostase ou le traitement étiologique très très difficile. Donc le principe c'est ça, c'est avoir le minimum de volume pour assurer une pression de perfusion tissulaire correcte. Comment on fait le choix des différentes solutés de remplissage? Il y a toujours des controverses entre cristalloïdes et colloïdes. Il n'y a aucune étude internationale actuellement disponible qui va vous dire commencer par telle ou telle soluté. Il faut savoir qu'il y a 2 types de solutés. Il y a les cristalloïdes et les colloïdes. La différence entre les deux, c'est leurs caractéristiques physico-chimiques et pharmacodynamiques. La durée et le pouvoir d'expansion vasculaire, il est beaucoup plus important pour les colloïdes par rapport aux cristalloïdes. Et leurs effets sur l'hémostase aussi, il n'y a aucun effet sur l'hémostase pour les cristalloïdes. Par contre, il y a un certain nombre de colloïdes qui altèrent l'hémostase. Et il y a bien sûr des effets secondaires qui sont un petit peu spécifiques en fonction de chaque type de soluté. On sait très bien que le sérum salé, quand on remplit trop les malades, le risque c'est l'œdème aigu du poumon et l'acidose hyperchlorémique. Quelle est la modalité pratique de remplissage vasculaire? Généralement, on commence par des tests de remplissage ou des fluides challenge, 10 à 15 ml par kilo en 15 minutes, qu'il faut répéter plusieurs fois jusqu'à atteindre l'objectif hémodynamique qu'on avait fixé tout à l'heure. Bien sûr, ceci se fait en attendant des produits sanguins labiles. L'albumine n'a aucune indication dans cette indication. Et la place des drogues vasoactives, c'est quand on n'a pas de réponse
hémodynamique après un remplissage et une transfusion optimale. Et l'autre indication de ce support hémodynamique, c'est quand on a une hémorragie massive, le temps que le remplissage vasculaire dans son effet, on va associer un support hémodynamique essentiellement par la noradrénaline pour un petit peu avoir une pression de perfusion tissulaire le temps que le remplissage vasculaire donne son effet. La drogue la plus utilisée est la noradrénaline parce qu'il a un effet alpha vasoconstructeur qui va augmenter les résistances vasculaires périphériques et donc améliorer la pression de perfusion. La transfusion sanguine, c'est un geste qui est ça met en responsabilité le médecin prescripteur. Il faut faire très attention à l'indication de la transfusion sanguine. Il faut savoir qu'il y a 3 degrés d'urgence pour la transfusion, ça c'est pour toute indication de transfusion. Il y a ce qu'on appelle l'urgence vitale immédiate, où il faut immédiatement apporter du sang sans délai, c'est en général du sang O négatif. Deuxième type d'urgence, c'est l'urgence vitale. On a à peu près 30 minutes pour avoir le sang à notre disposition, mais il faut avoir du sang isogroupe isorésus. Troisième type d'urgence, c'est l'urgence relative. C'est on a un peu de temps, 2 à 3 heures, avant de transfuser nos patients, toujours avec du sang isogroupe isorésus. Élément très important à savoir, c'est qu'il faut toujours demander ou faire un groupage sanguin avant toute transfusion. Même dans la première situation de l'urgence vitale immédiate, faites le prélèvement au moment de la pose de la voie veineuse, envoyez la demande et on ne va pas certainement attendre le groupage sanguin avant de transfuser. Moi je parle de la première situation. Il faut respecter les mesures de la sécurité transfusionnelle ou l'hémovigilance pour éviter les complications hémolytiques et de la transfusion. Il faut passer du sang iso à BO et iso-résus. Quels sont les objectifs à viser? Chez le sujet jeune, c'est 7 grammes par décilitre. Et puis chez le sujet âgé ou qui a une cardiopathie ou une insuffisance respiratoire chronique, les chiffres sont un peu plus hauts. Il faut viser en général entre 8 et 9 grammes par décilitre. Quelques formules et réflexes très importantes à retenir. C'est que pour les culoglobulaires, il faut savoir que le O est le donneur universel et le AB est le receveur universel. Et l'inverse pour les plasmas frais congelés. Un culoglobulaire augmente le taux d'hémoglobine de 1 g. Les PFC, c'est en général on passe 10 à 15 ml par kilo. Et pour les culoplaquettaires, il faut passer une unité plaquettaire pour 1 kg ou 0,7 x 10 puissance 11 pour 7 kg de poids. C'est des formules simples à retenir. Il y a des situations d'hémorragie digestive grave qui nécessitent une transfusion massive. C'est quoi une transfusion massive? Une transfusion massive est définie comme étant une transfusion de plus de 5 kg globulaires en 3 heures ou plus de 8 kg globulaires en 6 heures. Comment savoir si la transfusion va être massive? Quand on a un saignement, un débit de saignement élevé, quand on a un état de choc non contrôlé, une coagulopathie, des éléments cliniques de coagulopathie, une hypothermie et une acidose. Et bien sûr, quand la lésion est inaccessible ou difficilement accessible à l'hémostase chirurgicale ou endoscopique. Actuellement, dans la majorité des centres qui prennent en charge ce genre de pathologie grave, ils ont des protocoles de transfusion massive, ce qu'on appelle un pack transfusionnel qui comporte plusieurs des culoglobulaires, des plasmas et des plaquettes, et qui vont faciliter un petit peu l'accès au sang. Et dans l'intérêt, c'est essentiellement diminuer le délai de livraison des culoglobulaires, diminuer le besoin transfusionnel, réduire le taux de récidive hémorragique et la mortalité. D'où l'importance d'avoir une bonne coordination avec le centre de transfusion. Élément capital à savoir en matière de la transfusion massive, ça a été démontré dans la malheureuse guerre de l'Irak, puisqu'on a montré que le taux de mortalité est corrélé au ratio culoglobulaire et plasma frais congelé. Plus le ratio il est bas, plus la mortalité elle est basse. La même chose pour les plaquettes. Mais ceci, il faut retenir cet élément seulement dans la transfusion massive. Mais dans les situations où on n'est pas obligé de transfuser de façon massive nos malades, on a montré le contraire. Plus on rapporte les plasmas,
plus on rapporte les unités de plasma précongelé, plus la mortalité et le taux de complication est beaucoup plus important. Si c'est oui, conclure. D'accord. Donc il y a un certain nombre, il y a d'autres éléments très importants dans la transfusion, c'est qu'on peut doser le taux de fibrinogène au cours de la transfusion massive. L'objectif, c'est d'avoir un taux de fibrinogène à 2 grammes par litre. Certaines équipes discutent l'utilisation du complexe prothrombinique, et puis il y a un certain nombre de controverses pour l'utilisation du facteur 7 recombinant. Il y a beaucoup d'études qui ont montré l'intérêt de l'utilisation des antifibrinolytiques comme l'acide tranexamique dans les chocs hémorragiques, surtout d'origine traumatique. Ça diminue la mortalité quand on les administre précocement. Ça, c'est une présentation schématique de la gestion volumique d'un choc hémorragique. On commence par les cristalloïdes ou les colloïdes, rapidement avoir les culoglobulaires, les PFC et puis les plaquettes. Et puis à un certain moment, quand ça ne marche pas, il faut apporter du fibrinogène, et puis en finale, il faut apporter le facteur 7 activé. Bien sûr, il faut éviter la triade létale, l'hypothermie, l'acidose et l'hypocalcémie, parce qu'on a montré que ces 3 éléments, ils sont néfastes pour l'hémostase et pour la fonction cardiaque. Je ne vais pas revenir sur la démarche diagnostique qui a été bien étayée par nos amis chirurgiens et gastro-entérologues. Il y a un certain nombre d'impératifs au bloc opératoire, surtout en matière d'anesthésie. Il faut bien choisir les drogues d'anesthésie qu'on va utiliser des drogues qui ont moins d'effet sur la fonction cardio-respiratoire, et savoir titrer l'effet du médicament anesthésique. Il ne faut pas oublier l'antibiothérapie. Souvent, on utilise l'association amoxicilline-acide clavulanique parce qu'on a une ischémie splanchnique secondaire à cette souffrance de la circulation splanchnique au cours de l'état de choc hémorragique. Des impératifs rapidement pour le traitement étiologique. Il faut savoir localiser la lésion hémorragique, et que ce soit l'hémostase, qu'elle soit réalisée par voie endoscopique, par embolisation, par chirurgie, doit être rapide et efficace, avoir un plateau technique performant et une équipe chirurgicale avec des compétences importantes. Élément important à signaler, c'est que la durée de la chirurgie, il y a une corrélation importante entre la durée de la chirurgie, le taux de complication et la mortalité. En conclusion, l'hémorragie digestive basse peut engager le pronostic vital en entraînant un état de choc hémorragique. Ce genre de pathologie a bénéficié des énormes progrès des moyens diagnostiques et thérapeutiques. 2 concepts majeurs à retenir, c'est le début précoce d'une réanimation efficace et ciblée, et avoir en disposition des protocoles pour faciliter la démarche diagnostique et le traitement étiologique. Et enfin, le pronostic dépend de la qualité et de l'efficacité de la prise en charge. Et enfin, je vous dis que mes meilleurs amis sont les chirurgiens, les gastro-entérologues et les radiologues. Je vous remercie. Monsieur le professeur Smaïl. Donc, de ma part, on remercie l'ensemble des orateurs de leur présentation pertinente. La discussion va être très sûrement réduite à 2 ou 3 questions, parce qu'on est pris par le temps. Si on a bien compris, de ma part, je fais 2 petits commentaires. Le premier, c'est que je crois qu'on doit faire la différence selon l'hémorragie digestive basse, qui a 2 façades. On va voir l'hémorragie digestive basse selon l'importance, c'est-à-dire avec un saignement sans retentissement, sans aucune urgence, et l'hémorragie digestive basse avec un retentissement hémodynamique grave. Ce sont deux types de malades qui sont tout à fait différents, et l'exploration va être tout à fait différente. Notamment, et là je prends le réflexe de ce professeur Pensée, c'est-à-dire que devant une hémorragie digestive basse, notamment avec retentissement, il faut absolument vérifier les 2 extrémités. Avoir ce réflexe de fibroscopie et d'une anoscopie. Enfin, la colectomie d'hémostase ou de sauvetage, je crois qu'on doit l'avouer quand même, c'est que c'est un échec, en fin de compte, et donc on l'a vu jusqu'à présent, c'est un échec de diagnostic et thérapeutique. Donc si les hémorragies digestives hautes, je crois que nos amis les chirurgiens savent très bien que c'est plus ou moins dominé par les endoscopistes. Donc pour les hémorragies digestives basses, c'est encore des fois plus difficile. Voilà, donc je passe les questions à la salle. Oui.
Merci. Donc, premièrement, je tiens à remercier l'ensemble des orateurs pour la pertinence de leur présentation. Et j'ai une question spéciale pour le professeur Haddad. C'est qu'il a insisté un petit peu sur les hémorragies digestifs d'origine diverticulaire. Et je reviens sur l'expérience marocaine. Moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres, mais dans notre expérience, dans notre pratique quotidienne, je pense que les hémorragies diverticulaires restent rares dans notre contexte. Là, on a plus tendance à avoir des hémorragies d'origine proctologique, les hémorragies digestifs basses d'origine proctologique. Donc je pose la question au professeur Haddad, si vous avez des chiffres, s'il y a des études marocaines, parce qu'à ma connaissance d'hémorragie diverticulaire, moi jusqu'à maintenant j'en ai une sur, je ne sais pas, 9 ans ou 10 ans, donc c'est vraiment très rare. Malheureusement, il n'y a pas de chiffres à l'échelon national. Et là, en fait, c'est l'occasion, comme l'étude qui a été faite sur l'hémorragie digestive haute, qui a été chapeautée par l'ASMAT, de réaliser également une étude dans le cadre d'hémorragie digestive basse. Tu es mieux placé. Oui, juste un appel. Et également pour vous dire, je partage avec vous l'avis, l'hémorragie digestive basse d'origine diverticulaire. On la voit de temps en temps, mais pas aussi fréquente que les chiffres. Retentissement sans aucune urgence et l'hémorragie digestive basse avec un retentissement hémodynamique grave. Ce sont deux types de maladies qui sont tout à fait différents et l'exploration va être tout à fait différente. Notamment, et là je prends le réflexe de ce professeur Pensée, c'est-à-dire que devant une hémorragie digestive basse, notamment avec retentissement, il faut absolument vérifier les deux extrémités. Avoir ce réflexe de fibroscopie et d'une anoscopie. Enfin, donc, la colectomie d'hémostase ou de sauvetage, je crois qu'on doit l'avouer quand même, c'est que c'est un échec, en fin de compte, et donc on l'a vu jusqu'à présent, c'est un échec de diagnostic et thérapeutique. Donc si les hémorragies digestives hautes, je crois que nos amis les chirurgiens savent très bien que c'est plus ou moins dominé par les endoscopistes. Donc pour les hémorragies digestives basses, c'est encore des fois plus difficile. Voilà, donc je passe les questions à la salle. Oui. Merci. Donc, premièrement, je tiens à remercier l'ensemble des orateurs pour la pertinence de leur présentation. Et j'ai une question spéciale pour le professeur Haddad. C'est qu'il a insisté un petit peu sur les hémorragies digestives d'origine diverticulaire. Et je reviens sur l'expérience marocaine. Moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres, mais dans notre expérience, dans notre pratique quotidienne, je pense que les hémorragies diverticulaires restent rares dans notre contexte. Là, on a plus tendance à avoir des hémorragies d'origine proctologique, les hémorragies digestifs basses d'origine proctologique. Donc je pose la question au professeur Haddad, si vous avez des chiffres, s'il y a des études marocaines, parce qu'à ma connaissance d'hémorragie diverticulaire, moi jusqu'à maintenant j'en ai une sur, je ne sais pas, 9 ans ou 10 ans, donc c'est vraiment très rare. Malheureusement, il n'y a pas de chiffres à l'échelon national. Et là, en fait, c'est l'occasion, comme l'étude qui a été faite sur l'hémorragie digestive haute, qui a été chapeautée par l'ASMAT, de réaliser également une étude dans le cadre d'hémorragie digestive basse. Tu es mieux placé. Oui, juste un appel. Et également pour vous dire, je partage avec vous l'avis, l'hémorragie digestive basse d'origine diverticulaire. On la voit de temps en temps, mais pas aussi fréquente que les chiffres qu'on a de l'Occident. Mais surtout les hémorragies d'origine proctologique, les hémorroïdes. Je pose des questions s'il vous plaît pour les hémorragies sévères. Le délai de réaliser l'endoscopie, le délai optimal, parce que souvent on est gêné par le sang, donc quel est le délai qu'il faut attendre pour réaliser la fibroscopie, après avoir bien sûr transfusé le sang. Je l'ai bien dit au niveau de ma présentation, on peut être amené à réaliser la fibroscopie, l'exploration endoscopique, notamment la coloscopie à partir de la 6e heure. J'avais présenté l'étude
où il parlait de la coloscopie en urgence entre la 6e et la 12e heure. Mais il y a également des recommandations américaines. Il faut essayer de la faire en moins de 48 heures, entre 12 et 48 heures. Je ne sais pas si vous avez des... Tout en gardant pour préciser ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des malades qui ne posent pas de problème ou l'exploration qui nous laisse vraiment aller préparer, mais surtout pour les gens où on est obligé de faire une coloscopie, comme il a été bien dit, c'est faire une rectocoloscopie, parce que c'est plus simple à préparer, mais faire une coloscopie en urgence, c'est toujours désagréable, c'est toujours très difficile, et dont la rentabilité reste toujours très limitée. Je peux? Oui, je voudrais quand même faire un petit commentaire sur les hémorragies digestives basses qui ne font pas leurs preuves. Je pense qu'avant de les opérer, il faut maintenant insister sur l'exploration par la vidéocapsule qui nous rend énormément service et qui nous a permis d'orienter le chirurgien et vraiment de poser le diagnostic et le siège de la lésion. Donc on en fait dans le service et c'est une très bonne exploration avant de demander au chirurgien d'explorer chirurgicalement. Mais là encore, madame, il faut que ce ne soit pas d'urgence. Non, pas d'urgence. Non, non, bien sûr. Bien sûr. On est complètement d'accord, c'est pour ça qu'il faut bien savoir de quoi on parle et à quel moment. On est pour la vidéocapsule dans les enjeux de dysplasie du DREL, pour les petites tumeurs du DREL, dans le cadre d'hémorragie distillante. Finalement, le malade il saigne depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on a eu le temps de lui faire les 2 endoscopies hautes, les 2 coloscopies qui sont négatives. Là, je pense qu'on n'est pas dans le même champ de la discussion. On ne discutera jamais d'une vidéocapsule dans le cadre d'une hémorragie digestive basse, importante, avec un retentissement ou non cardiovasculaire. Je pense que pour moi, c'est vraiment 2 entités différentes et 2 prises en charge différentes. Bon, voilà, donc on vous invite à la pause café qui certainement va être encore aussi plus court que prévu.